Bonjour, donc Florence Régnier, j'interviens auprès de vous parce que je suis spécialisée en communication sur ce qu'on appelle les médias sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet. Et je suis aussi enseignante et formatrice dans ce domaine. Et j'ai une grosse mission de solidarité numérique à l'Université du Temps Libre à Gap, où je gère des projets et j'accueille des publics pour justement être accompagnée au mieux dans l'apprentissage et la connaissance du numérique. On est ensemble un petit moment pour parler de bonnes pratiques, mais surtout pour que ces outils, Internet, les réseaux sociaux, etc., ça reste des outils et que ce soit vous qui soyez vraiment pleinement acteurs en fait, de ce que vous en faites et de ce que vous laissez sur ces outils. Je ne vais pas faire de grands discours. On vous l'a dit, hein, ça va être une conférence assez interactive et ludique, puisqu'il y aura pas mal de petites vidéos et de petits quiz. Donc, je vous invite vraiment à prendre vos smartphones devant vous, parce qu'à plusieurs moments, je vais vous inviter à aller faire des petites recherches ou à aller sur des sites pour participer. Et on commence avec une petite vidéo. Je ne vais pas faire de grand discours. C'est une caméra cachée qui a été organisée par une chaîne télévisée belge à Bruxelles. Et il y a un médium dans une yourte. On invite des passants à entrer dans cette yourte pour rencontrer ce médium. Je ne vous en dis pas plus, observez bien. Et on en discute juste après pour que vous me disiez ce que vous comprenez de cette vidéo. Parce que, voilà, hop. Dag Fien. Even kijken. Voilà. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Een boeiend liefdesleven. 3, 4... De geuren, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spiersgeur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €750.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, zelfs. Oh my god. Oh man. Ah, dat is video eng. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette petite vidéo? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, on voit apparaître sur les écrans à la fin les réseaux sociaux, notamment Facebook, c'est vrai. Et ces personnages qui ont des cagoules, alors on peut croire que c'est des hackers, comme on dit, ou des pirates du web, mais en fait, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi. Qu'est-ce qu'ils font tout simplement, ces personnages derrière le rideau qui tombe? Oui. Donc, très concrètement, ils font des recherches. Et pour faire ces recherches, qu'est-ce qu'ils ont besoin de quoi uniquement pour trouver toutes ces informations sur les gens qui entrent dans la yourte? Pas forcément la photo, mais ça marche de plus en plus avec les photos.
Même pas, on peut avoir juste le nom et le prénom de la personne. Donc, on lui demande quand elle entre dans la yourte et on va aller taper ce nom et ce prénom. Dans quel outil on peut taper pour trouver plein d'informations? Un moteur de recherche comme Google, par exemple, qui est le plus utilisé, hein, n'importe quel moteur de recherche, voire même les moteurs de recherche internes aux réseaux sociaux comme Facebook. On tape le nom, le prénom de la personne et on va trouver beaucoup d'informations personnelles sur la personne. Et notamment, effectivement, ce sont les réseaux sociaux qui arrivent souvent tout en haut, hein, des moteurs de recherche qui donnent beaucoup de visibilité à tout ce que vous publiez sur vous. D'accord ? Du coup, toute cette information qu'on trouve sur vous, quand on tape votre nom et votre prénom sur Internet, est-ce que ça a un nom? Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Personne n'a une idée? Alors, je vous l'ai mis, ça s'appelle l'identité numérique. Hein, c'est toutes les données vous concernant qu'on peut trouver sur Internet. D'accord ? À ne pas confondre, on en parlera un tout petit peu plus tard aujourd'hui, avec les données personnelles, qui est une notion plus large, un petit peu plus vicieuse parce que c'est moins visible. C'est-à-dire que là, les données personnelles, c'est toutes les informations qui permettent de vous identifier directement ou indirectement et que vous laissez volontairement ou pas. C'est-à-dire le fait d'aller de site web en site web à telle heure, le fait de consulter une application à côté de telle personne, ça donne beaucoup d'autres informations qui sont moins visibles, mais qui donnent déjà beaucoup d'informations sur vous. Du coup, une des premières bonnes pratiques qu'on va voir aujourd'hui, alors il y en a qui peuvent le faire tout de suite hein, s'ils veulent, c'est d'aller régulièrement sur les moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche généraux comme Google ou les plus spécialisés à l'intérieur des sites, hein, comme les réseaux sociaux, et de taper régulièrement votre nom et votre prénom pour voir ce qui apparaît vous concernant. Regardez déjà uniquement la première page des résultats, parce que vous savez que 99% des gens, ils ne vont même pas voir la page numéro 2 des résultats de recherche, d'accord ? Ils se contentent déjà de la page numéro 1. Donc, quand vous faites ça, pas d'affolement, hein, vous pouvez peut-être trouver des choses qui vous conviennent, puis d'autres qui vous conviennent moins. Je vous donne un exemple. Dans un atelier, c'est vrai qu'il y a une dame, elle a découvert que quelqu'un dans sa famille avait fait un arbre généalogique et que tout l'arbre généalogique apparaissait. On pouvait avoir un lien sur les moteurs de recherche vers cet arbre généalogique et que dans l'arbre généalogique visible aux yeux de tous, il y avait toutes ses coordonnées, d'accord ? Son adresse, son numéro de téléphone, etc. Et elle n'avait pas forcément envie de ça. D'accord ? Chacun est libre hein, de ce qu'il laisse apparaître sur lui. L'identité numérique, justement, le but de cette séance, c'est que vous en soyez acteur. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter quand on voit quand même apparaître des choses qu'on n'a pas choisi de publier soi-même. Il existe des moyens de faire disparaître ces choses-là. Oui ? Vous avez tapé dans Google ou dans... Oui, alors pas dans les mails. Hein. Les mails, c'est sûr, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations sur vous. Mais là, vraiment, on va plutôt sur Internet pour voir de façon générale sur Internet qu'est-ce qui apparaît vous concernant. D'accord ? Et je dis bien vous concernant parce que vous pouvez avoir beaucoup d'homonymes. Et... Pardon ? Ah, d'accord. Et du coup, est-ce que ça vous embarrasse ou pas ? D'accord. Donc ça, c'est pareil. On est tous différents. Il y a des gens qui vont essayer au contraire d'avoir de la visibilité, de la notoriété, parce qu'ils ont, par exemple, ils sont très actifs dans une association et ça permet de valoriser l'association, ou au contraire, des fois, on veut en avoir, on veut vraiment pas apparaître. Ça, chacun est libre. Et du coup, il existe des moyens, quand on voit apparaître, notamment comme madame, une photo et une photo qu'on n'a pas choisie, on va voir comment on fait. Juste avant d'y passer, je différencie bien justement identité numérique de e-réputation. L'identité numérique, normalement, c'est quelque chose dont vous êtes censé être acteur, d'accord ? Donc vous êtes censé choisir ce qui est visible, ce qui apparaît sur vous sur Internet. Alors que l'e-réputation, c'est la rumeur, c'est ce que les autres disent de vous. Donc ne laissez pas justement votre e-réputation, et ce que d'autres peuvent publier vous concernant, prendre le dessus et arriver au premier plan sur Internet à la place de ce que vous avez choisi qu'on voit sur vous. Je vous ai mis du coup des petits liens. Notez peut-être juste le nom des outils,
Premier outil, je vais commencer avec le deuxième. Vous savez, ou vous ne savez pas peut-être, Internet, c'est un domaine très récent qui manque de lois et de régulation. Mais quand même, grâce à une Américaine, depuis une dizaine d'années quasiment, on a un nouveau droit, c'est le droit à l'oubli, le droit au déréférencement. C'est-à-dire que quand sur Google, on voit apparaître des choses comme Madame sur nous que d'autres ont publiées et qu'on ne souhaite pas voir apparaître, on a le droit d'aller remplir un formulaire. Donc, je vous ai mis là les liens. Je pourrais les envoyer à ceux qui m'en font la demande à la fin de la conférence. Des formulaires à remplir avec le lien vers le résultat qui nous indispose. Et on va demander du coup au moteur de recherche en question de supprimer ce résultat de recherche. D'accord ? C'est une Américaine qui a eu ce problème il y a quelques années. Elle avait effectivement tapé son nom et son prénom. Elle avait trouvé des choses qui ne lui convenaient pas. Elle a demandé... Alors, l'idéal, quand c'est comme ça, c'est de trouver la personne qui a publié la photo ou qui a écrit les choses qui ne vous conviennent pas et de lui demander de supprimer. Mais ce n'est pas toujours possible. Du coup, elle s'est dit, de toute façon, aujourd'hui, les gens, si ils n'ont pas... pour accéder à l'information, ils utilisent essentiellement les moteurs de recherche. Donc, si je n'apparais plus dans le moteur de recherche, on ne verra plus ce contenu. Et grâce à elle, parce qu'elle a fait un procès à Google pour lui imposer d'effacer les contenus la concernant du moteur de recherche, on a ce droit à l'oubli, le droit au déréférencement. Je vous montre concrètement ce formulaire, c'est très simple. Par contre, dans tous les moteurs de recherche où ce contenu apparaît, il faut faire la demande de la disparition. Donc, par exemple, si vous voulez que la photo chez vous disparaisse, vous l'avez trouvée sur Google, sur le moteur de recherche Google, ben vous allez remplir ce formulaire Google où vous allez bien dire vos informations. Et là, vous allez mettre l'adresse du résultat, l'adresse du site où il y a cette photo. Vous allez expliquer pourquoi vous voulez la supprimer. Par exemple, c'est une photo que je n'ai pas publiée moi-même et je n'ai pas donné l'autorisation. Donc, je veux faire valoir mon droit à l'image. Et vous demandez à Google de la supprimer. D'accord ? Ça, c'est bien clair pour tout le monde, du coup ? Oui. N'hésitez pas, si vous... Vous voulez dire une usurpation d'identité, quelqu'un qui aurait créé un compte Facebook avec une photo de vous et votre nom et votre prénom ? Alors là, on va voir le signalement, il ne se fait pas au niveau du formulaire de Google ou de Bing ou des moteurs de recherche. Il se fait au niveau même du réseau social comme Facebook. C'est depuis la même époque qu'on a ce droit-là. Je vous montre. C'est-à-dire que sur Facebook, vous avez depuis la même époque des outils de signalement des contenus. Vous pouvez ici, avec les 3 petits points, et donc si c'est un profil, une personne qui a créé un profil qui usurpe votre identité, vous pouvez aller en bas, dire signaler la publication. Où vous pouvez aller sur le profil d'une personne et signaler le profil. Et là, normalement, Facebook regarde la raison. Après le signalement, vous allez expliquer pourquoi il y a un problème. Soit parce qu'on a usurpé votre identité, soit parce que c'est des photos à caractère pornographique, violent, raciste, etc. Généralement, ça marche assez bien. Moi, j'ai signalé déjà plusieurs usurpations d'identité. Dans les quelques minutes qu'on suivit, Facebook m'a annoncé que le compte avait été supprimé. D'accord ? Donc vraiment, vous voyez, en fait, on a souvent l'impression que ce sont ces outils qui décident pour nous, mais pas du tout. Il faut remettre ces outils au niveau d'outils, de simples outils, comme un marteau, vous en faites le meilleur ou le pire, et ces outils, c'est pareil, Internet et les réseaux sociaux. Vous pouvez, avec un marteau, construire une maison ou tuer quelqu'un. Internet et les réseaux sociaux, c'est un petit peu similaire. Ça ne sont que des outils, c'est la personne qui va les manipuler qui en fait ce qu'elle souhaite. D'accord ? Je vous ai mis un autre site très utile, retenez-le, c'est le site de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Vous savez que c'est elle qui est en charge en France de faire respecter vos droits sur la protection des données personnelles. Donc sur ce site de la CNIL, quand vous avez des difficultés justement, vous pouvez régulièrement aller trouver des modèles de courrier où ils font référence aux articles de loi pour votre opposition au traitement des données personnelles, votre droit de regard sur ce qui est utilisé vous concernant, etc. Il est très très bien fait ce site, je vous invite à y aller. Vous voyez, on dit par exemple exercer son droit, s'opposer au traitement des données.
Vous avez uniquement à personnaliser le courrier, à dire pourquoi vous voulez qu'on supprime à tel ou tel site. Il réfère à l'article de loi du RGPD, la réglementation générale sur la protection des données personnelles, et vous l'envoyez. Non, non, pas forcément. Pourquoi vous avez un cas précis à nous citer ? Oui, alors je sais que par exemple sur les moteurs de recherche, il faut au minimum, dans le meilleur des cas, 1 mois pour que le résultat disparaisse, ce qui est déjà long quand vraiment c'est quelque chose qui vous embête de voir que ça reste encore 1 mois affiché, donc je le comprends. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt débordés de demandes et je pense que c'est, voilà, 1 mois c'est le minimum. D'accord. Alors là, une des petites stratégies, en tout cas sur les moteurs de recherche, quand on veut que les résultats, ce résultat disparaisse, on sait que la majorité des gens, je vous l'ai dit, 99% des gens, ils regardent que la première page des résultats sur les moteurs de recherche. Donc, une des stratégies, quand ça ne s'efface pas assez vite, les contenus qui vous importunent, c'est au contraire, vous, de publier beaucoup de choses positives et qui vous conviennent sur vous, pour que ce soit ça qui arrive en haut des résultats de recherche et que le négatif soit poussé sur les dernières pages et qu'on ne le voit plus. D'accord ? Moi, je donne cette stratégie, ça devrait, elle passe après, bien sûr, mais quand vraiment ça ne va pas assez vite, on a ça à faire en attendant. Voilà. Il vaut mieux soi-même être acteur, en tout cas, que laisser les autres parler. Oui. Oui. Je dois pouvoir, attendez. Est-ce que vous voyez mieux là ? Donc notez surtout que c'est le site de la CNIL. Donc là, on a beaucoup parlé d'identité numérique, donc tout ce qui est visible vous concernant sur Internet. On va parler un petit peu plus des données personnelles qu'on a déjà abordées tout à l'heure. Et on va voir que ces données personnelles, c'est souvent un petit peu plus vicieux parce que finalement, on laisse beaucoup d'informations sur nous, puis on accepte souvent très vite d'en donner. Je pense que comme vous, des fois, je veux charger une application et je vais aller très vite. Je vais accepter les conditions générales sans les lire en détail. Et dans ces conditions, pourtant, on va me demander d'aller voir telle et telle information dans mon téléphone. Juste une petite question en passant, est-ce que vous savez jusqu'à combien d'autorisations d'accéder à vos informations personnelles ce petit outil peut vous demander quand vous chargez une application ? Jusqu'à 60. Alors attention, ce n'est pas toujours de façon injustifiée. Je vous donne l'exemple de l'application Google Maps pour les itinéraires. Google Maps, quand il vous demande de vous géolocaliser, c'est-à-dire de vous situer géographiquement et de savoir où vous êtes, c'est pour votre bien et pour vous offrir un service pertinent et de bonne qualité. Ils ne peuvent pas vous donner votre itinéraire si vous ne leur dites pas d'où vous partez. D'accord ? Attention, donc ce n'est pas toujours pour abuser de vous. Par contre, c'est sûr que si on prend l'application de recettes Marmiton et qu'elle vous demande pour fonctionner d'accéder aux échanges SMS avec votre famille, on peut un petit peu plus douter de la pertinence. D'accord ? On va regarder un petit clip. Pareil, c'est une association de consommateurs qui l'a réalisé en Suède. C'est si une boulangère, dans la vraie vie, se comportait comme une application et qu'elle demandait quand les clients passent à la caisse des informations, on va voir sans l'écran interposé comment les clients réagissent. Så skal jeg lige bede om de sidste 5 sms'er, du har sendt. Hvad for noget? Et telefonnummer? Nej, hvad skal jeg? Så vil jeg også have dit. Det skal I ikke. Nej. Nej, på min liste. Nej, det vil jeg ikke have. Jeg sendte det til min søster. Ja, hvad er søsterens nummer? Jeg vil da ikke udgive hendes telefonnummer til nogen. Det lover jeg dig, jeg ikke vil. Jeg udleverer ikke nogens uden af tilladelse. Så skal jeg lige høre, hvor du var i går kl. 8. Så var jeg hjemme hos mine forældre.
Har du deres telefoner samtidig? Ja, det får du heller ikke. Hej, jeg går bare lige med jer. Bare se, hvor I skal hen. Nå, okay. Det er lidt mærkeligt, det her. Nå, men vi skal derover. Ja, så er det bare det. 13 kroner, og så skal jeg lige bede om de telefonnummer. Hvorfor det? Jamen, det er ikke standard herinde, for at give dig en bedre service. Det har jeg ikke lyst til at give. Så skal jeg lige bede om din e-mailadresse. Det har jeg heller ikke lyst til. Jeg vil bare gerne have en bolle på så smukt. Jeg skal bare lige høre, hvor du var henne i går kl. 8. Alors, quel effet ça vous fait? Juste un petit mot, quel effet ça vous fait du coup quand une boulangère se comporte comme ça? Oui, c'est bizarre, hein, ça fait un peu intrusif quand même, hein. Est-ce que vous avez tendance à accepter un peu rapidement des fois les conditions ou que les cookies s'installent? On reparlera des cookies tout à l'heure. Ou vous lisez attentivement? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire de façon générale? Et oui, on veut souvent aller vite et puis on veut la facilité, donc on accepte. Des fois, en plus, on ne comprend pas forcément toujours bien les termes des conditions, etc. Alors, je vous rassure, hein, il n'y a pas de bon ou de mauvais comportement là, parce qu'on va voir que des fois, effectivement, de toute façon, si on n'accepte pas, on est bloqué, on ne peut pas utiliser l'application ou le site. Donc, des fois, on n'a pas le choix. Donc là, ça dépend si on a vraiment besoin. Ah, je vois que l'ordinateur n'a plus de batterie, on ne m'a pas donné le cordon. Ah, d'accord, ça va. Donc oui, ça dépend de choix. Il y a des services dont on peut avoir vraiment besoin et puis quelqu'un d'autre pas, etc. Donc ça, c'est à vous de décider. Et puis après, on va voir aussi que de toute façon, il y a des pratiques pour nettoyer régulièrement et donc que même en acceptant un peu vite, ça n'ait pas de conséquences à long terme. Donc, je vous l'ai remis. Le but, c'est juste d'être acteur et pas juste consommateur. Et en tout cas, vous, de décider ce que vous allez faire avec toutes les données qui vont être recueillies sur vous. Juste avant de passer aux bonnes pratiques de nettoyage et d'hygiène numérique pour enlever vos données personnelles de tous ces outils, smartphones, ordinateurs, est-ce que vous savez quand même pourquoi toutes ces données sur vous sont récupérées? À quoi elles servent? Oui. Oui, pour la publicité, hein. Exactement. Vous savez sur quel outil c'est conservé? Comment on appelle l'outil qui garde vos données précieusement? Non, c'est les serveurs. Hein. Les serveurs, c'est des très gros ordinateurs qui ont des grosses capacités de mémoire et qui gardent toutes vos informations. Ça coûte très cher des serveurs. Il y a des parcs entiers de serveurs qui s'appellent les data centers. Data en anglais, c'est les données ou les data parks. Si vos données, les entreprises, elles investissent autant pour les garder et si précieusement, dans des parcs qui d'ailleurs polluent beaucoup la planète, hein, vous savez que ce n'est pas parce que c'est virtuel que ça ne pollue pas, ça surchauffe beaucoup ces parcs de données et ces serveurs. Si elles investissent autant là-dedans, c'est parce que vos données, elles sont très précieuses. Vous vous en doutez, sinon on n'investirait pas autant d'argent. Donc effectivement, elles sont précieuses parce que toutes ces données, elles vont pouvoir être revendues pour faire de la publicité qui est ciblée sur vous. Vous allez me dire, il vaut mieux de la publicité ciblée qui nous correspond que des choses qui ne nous intéressent pas. Ce n'est pas faux, hein. Après, c'est un principe de donnant-donnant, hein. Internet, vous savez que le modèle économique dominant, c'est la publicité parce que les internautes, souvent, ils ont refusé de payer le service. Donc, la publicité vous évite de payer. Et donc, la plupart des services gratuits pour vous, ils sont financés grâce à la pub et la monnaie d'échange, ça va être vos informations personnelles. Donc pareil, un autre petit clip pour vous rappeler ça. Et après, on passe au nettoyage. Ce matin-là, comme tous les matins, tu te réveilles, ouvre un œil et fais lire ton smartphone. Tu bois bien un café en lisant les news. Mais t'es surtout tombé sur cette incroyable vidéo d'un chat déguisé en requin sur un aspirateur qui poursuit un cadavre.
Aujourd'hui, tu cliques et sors tellement vite. C'est si simple, c'en est devenu frénétique. Aux toilettes, au resto avec ta femme, en vacances. Hein? Mais oui, si tu veux, prends tes pieds face à la mer, c'est dégueulasse, mais bon. Internet est un incroyable moyen de répondre à ta curiosité, d'apprendre, de découvrir une multitude de choses. Et pourtant, tu consommes du clic comme on gave une oie pour les fêtes. Sauf que l'oie, c'est toi. Et les marques, eh ben elles te gavent. Oh, qu'elles te gavent. Et bien sûr, elles se gavent au passage. Ouais, tes historiques de navigation, tes informations sur Facebook, le contenu de tes mails et tes recherches Google sont de précieuses informations stockées par des monstres d'Internet. Tout un tas de sociétés publicitaires et quelques organismes au-dessus des lois. Plus tu cliques, plus tu en dis sur toi, sur tes goûts, tes intérêts et même sur tes petits vices. Toutes ces données sont ensuite revendues à des milliers d'entreprises qui n'ont plus qu'à se servir. Bon, ne crachons pas dans la soupe. Tout ça est quand même très utile. Google, c'est un peu ton père et ta mère à la fois. Il répond à toutes tes questions. Il est là, omniprésent dans ta vie. Et quand tu fais des fautes d'orthographe, mais il te rappelle que Becherel, c'est pas la sauce blanche que tu utilises pour faire tes lasagnes. Bref, les historiques de navigation témoignent de qui tu es, de tes pulsions consommatrices et de tes comportements d'achat. Ceux qui collectent ces informations savent les interpréter et te proposent des publicités ciblées qui te plairont. Tape vacances et New York sur Google. Et quelques minutes plus tard, les vols les moins chers pour la grande pomme inondent tes espaces pubs. On appelle ça le retargeting, ou l'art de rentrer par la fenêtre quand t'es sorti par la porte. Tu es une aubaine publicitaire, te dis-je. Depuis 2009, sans t'en rendre compte, tu es même devenu un homme sandwich, porte-voix de marque que tu as liké. Et Facebook se charge de rappeler tous les jours à tes amis le fan que tu es. Tu n'es plus la ménagère de moins de 50 ans, le CSP+, ou le retraité. Tu es une femme divorcée qui aime Sephora et les mocassins vintage. Un buveur de bière qui aime le squash et lit l'équipe tous les jours, ou bien une cible qui ne consomme plus. Enfin, presque plus. Une nouvelle révolution d'Internet s'annonce. C'est l'ère du big data, et nous n'en sommes qu'aux prémices. Nous collectons les données plus rapidement que nous sommes capables de les analyser. Si ce phénomène peut s'avérer utile en médecine, en géologie ou en sociologie, c'est en publicité qu'il rapporte le plus d'argent. Les informations collectées peuvent être aussi utiles que compromettantes. Facebook Graph Search permettra par exemple de repérer des hommes musulmans vivant à Téhéran intéressés par d'autres hommes, ou des mères italiennes catholiques aimant la marque Durex. Gênant, non? Tiens, voilà Marc. Hey, salut Marc! Celui qui te connaît mieux que ta mère. Top, avec qui votre fils est rentré de soirée samedi dernier après le bal du lycée? Aujourd'hui, nous sommes plus d'1 milliard à posséder un compte chez lui. Eh oui, Facebook est le 3e pays du monde en termes de nombre d'habitants. Prends ça, chinois. Sauf que les habitants de Facebook sont partout dans le monde et que ce beau pays d'exhibitionnistes ne répond à aucune autre législation que la sienne. Il fait ce qu'il veut, Marc. Sauf dans les pays qui n'ont pas forcément envie de savoir leurs habitants espionnés. Des pays qui le font très bien tout seuls. Alors, quand Marc est invité par notre président à l'Élysée, tu te doutes bien que c'est tapis rouge à tous les étages. Et en basket, monsieur, dame. S'il voulait, il pourrait même planter sa tente dans le jardin. Alors on fait quoi? On vide nos historiques de navigation, on supprime notre compte Facebook et on part au Tibet? Ou vous avez le droit de garder le silence. Et tout ce que vous direz sur Internet pourra être retenu contre vous. En fait, tout ceci est un échange de bons procédés. Les vidéos sur YouTube, les smart radios, les informations gratuites. Vous croyez quand même pas qu'on allait tout vous donner? Pour profiter de l'incroyable monde d'Internet, vous devez accepter que les marques vous connaissent et vous proposent un contenu publicitaire que vous aimez déjà avant le contenu que vous vouliez voir. Elle est pas belle la vie. Allez. Bon. Ah. Oh, mais... oh, c'est fini, oui. Oh. Ah. Enfin. Si c'est gratuit, vous êtes le produit. Voilà, donc un petit message à se rappeler, c'est à chaque fois qu'on s'inscrit, qu'on remplit un formulaire sur un site gratuit, c'est jamais totalement gratuit. La monnaie d'échange, ça va être vos informations personnelles. Mais on va voir que, oui, des fois, on donne assez rapidement nos informations parce qu'on a besoin d'un service, d'un site. Mais il n'y a pas de drame non plus. On va pouvoir aussi supprimer beaucoup d'informations qu'on laisse traîner des fois un peu involontairement sur nous. Juste avant de voir les bonnes pratiques d'hygiène, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde
ce qu'est un navigateur, un moteur de recherche? Est-ce que vous faites bien déjà la différence entre les deux? Pas vraiment. D'autres? Quelqu'un saurait me dire le navigateur ce que c'est? Alors le navigateur, c'est vraiment un programme informatique, hein, un outil logiciel, une application, il y a différents noms, qui est une porte d'entrée sur Internet. Si vous n'avez pas un navigateur installé sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, pas de possibilité d'aller sur Internet. Dans les grands navigateurs connus, est-ce que vous en connaissez? Firefox, alors pas Google, mais Chrome de Google, hein. Je différencie bien parce que Google, c'est le moteur de recherche, justement, ce n'est pas le navigateur. Donc oui, Chrome, Firefox, Edge de Microsoft, Safari de Apple, Opera, etc., etc. Ecosia qui plante des... Non, alors Ecosia, c'est un moteur de recherche. Il plante des arbres à chaque fois que vous faites des recherches. Ouais. Et donc, les moteurs de recherche, c'est une fois seulement qu'on a passé cette porte d'entrée que vous permet de prendre le navigateur, c'est un outil, un site général qui va faire des recherches sur Internet, ou maintenant, les moteurs de recherche, vous en avez aussi en interne à chaque site pour faire des recherches sur le site en question. Tous ces outils, dans les années 2000, il s'est mis à y avoir beaucoup d'internautes. Et au début, ils fonctionnaient gratuitement. Et puis, au bout de quelques années, quand justement il y a eu beaucoup d'internautes, on s'est rendu compte qu'il fallait trouver un moyen pour les financer. Donc le moyen, ça pouvait être de faire payer les internautes, mais ils avaient pris des habitudes de gratuité qui étaient difficiles à enlever. Du coup, ils ont trouvé une solution, c'est la publicité. Et pour faire de la publicité ciblée, on n'a plus de batterie. Mais je ne sais pas qui a le cordon d'alimentation, en fait. Je suis désolée, du coup, on ne nous a pas mis de cordon d'alimentation et l'ordinateur a un petit problème. Mais en fait, il n'y a pas de cordon d'alimentation. Bon. Je vais quand même avancer, tant pis si on n'a pas de diaporama. Donc, on a trouvé le modèle de la publicité et on a créé ces petits cookies. Les cookies, c'est donc pas les petits gâteaux américains là, que vous mangez. Hein. C'est des petits fichiers texte qui vont s'installer quand vous êtes sur un navigateur, sur des sites Internet, sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. Mais une fois qu'ils sont installés, si vous n'avez pas une action pour les supprimer, eux, ils restent, tant qu'ils sont là, ils restent. Hein, d'accord ? Il faut que ce soit vous qui décidiez d'avoir une action sur eux. D'accord ? Donc, ces petits cookies, leur rôle, c'est de récupérer tout ce que vous faites sur Internet, tous les sites que vous allez visiter, tout ce que vous tapez dans les formulaires, etc. etc. D'accord ? Il y a deux petits soucis avec le fait que ces cookies récupèrent toutes ces données. Le premier, c'est que des fois, ils ne vous le disent pas, tous les sites où vous validez les cookies, mais ils ont beaucoup de sites partenaires, de sites copains, comme on pourrait dire, à qui ils donnent accès aussi à tout ce qui est laissé dans les cookies. Et ça, ils ne vous le disent pas forcément. C'est la diapo que je voulais vous montrer, une cartographie où quand on va sur un site, on voit tous les autres sites qui accèdent à vos données. Donc, par exemple, sur les sites de presse en ligne, etc., qui vivent beaucoup de la publicité, vous verriez beaucoup de réseaux, hein, c'est-à-dire qui donnent accès à vos cookies et à toutes les données que vous laissez à beaucoup de gens. D'accord ? Il y a des sites qui donnent beaucoup moins accès à vos données. Hein, étonnamment, c'est les monstres d'Internet comme Google, Apple, Microsoft, Facebook, parce qu'eux-mêmes, ils utilisent tellement vos données en interne pour vous proposer du service qu'ils n'ont même pas besoin de les donner à des copains partenaires. D'accord ? Là où ça peut aussi être plus embêtant, c'est que si vous laissez les cookies une semaine, 2 semaines, ben, ils ont encore peu de données sur vous. Là où c'est gênant, c'est si les cookies, vous ne les enlevez pas pendant 3 ans, peut-être que vous allez plus sur le site Internet qui vous les a mis, mais en tout cas, pendant 3 ans, lui, il continue de voir tout ce que vous faites. Du coup, il y a une petite différence entre 3 semaines et 3 ans, d'accord ? Et là où ça peut vraiment devenir embêtant, c'est que je ne sais pas si vous savez comment fonctionnent les robots pirates, mais les robots pirates, quand ils rentrent dans vos outils, leur faculté, c'est la grande rapidité de combinaison
des termes, des numéros, etc. Donc là, le premier endroit où les robots pirates ils fouillent quand ils sont dans vos outils, c'est les cookies. Et ils vont récupérer tout ce que vous avez tapé dans les formulaires et ils vont avoir une capacité à très très vite combiner tous les mots et tous les chiffres que vous avez tapés. C'est pour ça qu'on vous dit de jamais mettre en mot de passe les dates de naissance, les noms, les prénoms, etc. parce que c'est ce que vous tapez le plus dans les formulaires. D'accord ? Du coup, effectivement, au plus vous laissez d'années d'informations sur vous, au plus il y a des chances qu'ils tombent quand même sur des choses que vous avez mis en mot de passe parce que ça vous parle et que vous les retenez. D'accord ? Alors, on a récupéré l'ordinateur, du coup. Je vous montre juste, voilà, ça c'était pour vous montrer, hein, c'est un site qui s'appelle Lightbeam qui permet de voir quand on va sur un site internet, donc c'est les sites internet, c'est là où il y a les petits logos avec les lettres, à combien de personnes ils donnent accès à toutes vos données. Donc par exemple la tribune, là vous voyez, oups, elle donne à beaucoup. Donc des fois vous voyez, on visite 4 sites et en fait il y a 119 sites qui nous regardent. On s'en doute pas toujours qu'on est autant regardé, hein. Alors, je vais essayer. D'accord ? Donc voilà. En tout cas, retenez ça, c'est que souvent, il y a beaucoup plus de gens que vous pensez qui vous observent. Alors, je vous l'ai dit, pas de drame. On peut supprimer, on peut agir, être pleinement acteur. Et je vous ai mis quelques bonnes pratiques pour limiter l'accès à vos données personnelles. Effacer les cookies, l'historique, d'accord ? Et ça, il faut le faire dans chaque navigateur Internet que vous utilisez, dans Chrome, dans Firefox, dans Safari. Hein, et vous avez souvent dans les navigateurs des petits points en haut à droite. Il faut cliquer dessus, aller dans l'historique et demander à effacer les cookies. D'accord ? Pareil dans vos téléphones. Il faut vraiment prendre le temps d'effacer les cookies. Donc aujourd'hui, vous avez rencontré plein de conseillers numériques et d'acteurs de la médiation. Prenez des rendez-vous, hein, il y a plein de possibilités, si vous ne savez pas faire, pour vraiment régulièrement avoir ce geste d'hygiène, hein, comme vous vous lavez les dents, vous allez supprimer l'historique et les cookies. Vous pouvez aussi choisir la navigation privée qui fait que les cookies n'ont pas le droit de s'installer. Mais on va avoir le même problème que le refus des cookies, c'est qu'il y a des sites, si vous vous mettez en navigation privée, ils vous refuseront l'accès. D'accord ? Donc, vous allez des fois être obligé de débloquer. Si c'est la publicité qui vous embête uniquement, il y a des bloqueurs de publicité, mais une fois encore, attention, les bloqueurs de publicité, il y a des sites qui les refusent. Donc, si ils les refusent, vous ne pourrez pas accéder au site en question. Et puis, définissez des mots de passe sécurisés ou des phrases de passe. Je vous ai dit, les robots pirates, ils sont de plus en plus intelligents. Donc, on fait des mots de passe, on vous demande des mots de passe de plus en plus longs avec beaucoup de chiffres, de caractères, etc. Et de changer sur tous les sites. C'est difficile de s'en rappeler. Donc, soit trouver un moyen mémotechnique pour prendre, je sais pas, les 2 premières lettres du site, les 2 lettres de votre prénom, un chiffre qui vous parle, etc., pour changer sur tous les sites. Ou une phrase de passe qui fait appel à l'affectif, parce que notre atout par rapport aux robots pirates et aux intelligences artificielles aujourd'hui, c'est le domaine affectif, les émotions, etc. Donc, je sais pas, vous avez rencontré votre épouse en, je sais pas, en 70, vous dites j'ai rencontré, vous mettez son prénom avec une majuscule en tatata, d'accord ? Mettez des choses qui vous parlent et qui sont faciles à retenir. Des phrases, c'est plus simple. En tout cas, évitez, comme je l'ai mis dans ce nuage de mots, les suites de chiffres, les suites de lettres, les loisirs et les mots trop simples. Alors, officiellement, ils n'ont pas le droit de vous écouter normalement. Hein. Ça, c'est officiellement. Officieusement, il y a beaucoup de... Oui, officieusement, on sait en fait qu'on est écouté parce que de toute façon, vous avez une conversation sur un sujet, notamment sur les réseaux sociaux. Vous allez vous rendre compte dans les heures qui suivent que vous avez les publications, les publicités qui correspondent à ce sujet dont vous ne parlez jamais d'habitude, etc. Donc oui, on est souvent écouté. La seule façon de vraiment être sûr de ne pas être écouté, c'est de l'éteindre complètement. D'accord ? Oui. Oui. Ou de le tenir à distance. Ouais.
Donc voilà, la seule façon, voilà, quand vous voulez vraiment pas, c'est sûr qu'en veille dans votre poche, quand vous parlez, souvent vous trouvez des similitudes dans les heures qui suivent avec votre conversation qui sont troublantes. Voilà. On ne pouvait pas parler d'identité numérique et de données personnelles sans parler de réseaux sociaux. Je vais aller assez vite parce que le temps passe à toute allure. Je ne vais pas vous faire deviner. Les réseaux sociaux, c'est quoi ? Généralement, on croit que c'est le web qui a créé les réseaux sociaux, mais pas du tout. J'aime bien commencer par ça et rappeler que les réseaux sociaux, ils n'ont pas attendu Internet pour exister. Depuis que l'homme vit en société, les réseaux sociaux, ils ont toujours existé. Et ce sont uniquement des groupes d'individus réunis par des centres d'intérêt communs. Internet a juste permis de considérablement agrandir et de façon très rapide les réseaux sociaux. Je vous les ai un peu différenciés pour votre connaissance générale. Les réseaux sociaux de loisirs, c'est-à-dire qui vous permettent de prolonger vos relations d'amitié de la vraie vie sur le web, comme le plus connu Facebook. Les professionnels, les photos vidéos qui sont très à la mode en ce moment, notamment Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok, dont vous avez déjà, ce que vous avez soit déjà pratiqué, soit vous en avez forcément entendu parler. Pareil, ces réseaux sociaux, du coup, on n'y fait pas forcément la même chose, d'accord ? Je vous ai mis un exemple amusant avec un hamburger. On a dit que Facebook, c'est le réseau social pour prolonger les relations d'amitié de la vraie vie, ce qu'on aime, on revendique ce qu'on aime. Du coup, on va dire « j'aime les hamburgers ». Twitter, c'est le réseau social de l'actualité chaude brûlante, d'accord ? C'est pour ça que c'est la presse et les politiques qui témoignent heure après heure de ce qu'ils vivent. Donc on dit « je mange un hamburger ». Dans 20 minutes, c'est fini, c'est périmé, d'accord ? LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. On valorise ses compétences, ses expériences. Je fais d'excellents hamburgers. Pinterest, c'est un très bel outil où on va épingler des collections de choses qui nous plaisent particulièrement. Donc, ma collection de beaux hamburgers. Instagram, réseau social photo. Voici une photo d'hamburger. Et YouTube, réseau social vidéo. Regardez-moi manger un hamburger. Ces réseaux sociaux, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, c'est difficile en tout cas aujourd'hui de les ignorer puisque je vous ai mis les derniers chiffres. En 2023, on a 4,62 milliards d'inscrits actifs sur les réseaux sociaux dans le monde. Actifs, ça veut dire qu'ils les utilisent au moins une fois par mois. D'accord ? Je vais vous inviter à faire un petit quiz. Alors, ça va être un test. Est-ce que vous allez tous aller sur Internet, sur votre téléphone, et vous allez sur ce site, vous tapez juste dans le moteur de recherche, donc kahoot.it. Et on va faire un petit quiz de 5 questions pour apprendre en s'amusant. Donc, tapez kahoot.it, juste Kahoot, pas besoin de mettre le HTTP. Kahoot.it dans Google ou le moteur de recherche que vous utilisez. Et puis, on commence le petit quiz. Alors, ce petit quiz, je vous explique. Dans Google, il faut taper dans le moteur de recherche en haut. Je vous montre, par exemple, j'ouvre un moteur de recherche pour vous montrer ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous ouvrez, par exemple, un moteur Internet, et là, dans le moteur de recherche ici, vous tapez kahoot.it, d'accord ? Vous tapez ça dans le moteur de recherche, Kahoot. Alors, attendez, j'avais pas vu que j'étais en majuscule. Et vous faites entrer pour trouver le site. Voilà. Oui, ça, on va faire un petit quiz. C'est le premier lien qu'il faut. Il faut cliquer sur le premier lien ensuite. Si, je vais vous donner tout de suite le code PIN. Vous allez plus vite que moi, je suis agréablement surprise. Qui est-ce qui a dit ça ? Ah, vous n'avez pas Google. Non, mais vous avez forcément un moteur de recherche. Qui est-ce qui l'a dit ? Alors, vous allez rentrer le code PIN 787 44 50 50 et vous mettez un pseudo, votre prénom ou autre chose. C'est vous ? Qui est-ce qui m'a dit qu'il avait pas... Qui est-ce qui a dit qu'il avait que Chrome ? Ah, d'accord. Alors, vous voyez, vous apparaissez au tableau, puis on va commencer. Je vous explique le jeu. La question va apparaître au tableau. Il y aura des réponses avec des couleurs et sur vos téléphones, il faudra uniquement cliquer sur la bonne couleur de la bonne réponse. Sur vos téléphones, il n'y aura pas la question. D'accord ? Oui.
Ah non, mais là, c'est le code PIN du jeu, mais le code PIN, il est sur votre téléphone pour le déverrouiller normalement. C'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, il faut bien prendre kahoot.it gratuit. Oui. Est-ce que tout le monde est à peu près avec nous? On peut commencer. Attention, il faut aller vite. Il y a 5 questions, 20 secondes par question pour apprendre en s'amusant. Oui. Il y en a encore qui sont en cours ou je peux commencer? Vous jouez à 2 ou vous jouez à... Alors. Ah non, alors attendez. Pourquoi vous avez pas écrit le bon mot? C'est pour ça. Vous avez écrit août avec un U. Du coup, vous tombez pas sur le bon site. Et oui, il faut bien mettre kahoot, K-A-H-O-O-T.it, parce que sinon, ça ne peut pas. Vous mettez le code PIN, là, le numéro que j'ai en haut, et après votre petit nom. Pardon. Vous jouez à 2, du coup? D'accord. Est-ce que c'est tout bon? Allez. Franchement, vous avez vu le nom de qui j'y joue? Je pensais pas que ça... Ils sont bons, hein. Allez, c'est parti, on commence. Si vous n'y êtes pas arrivé, mettez-vous avec votre voisin pour répondre, vous l'aidez. 5 petites questions, on n'a que 20 secondes à chaque fois, donc il faut aller très vite. Donc, concentrez-vous bien sur mon écran et vous cliquez sur la couleur uniquement sur votre téléphone. D'accord? Votre prénom? Pour l'instant, vous ne les avez pas. Ah, de toute façon, on y va. Allez, c'est parti. Première question. Quel âge doit-on avoir pour s'inscrire sur Facebook? Rouge, pas de limite d'âge. Bleu, il faut avoir 13 ans. Orange, il faut avoir 16 ans. Ou vert, il faut avoir plus de 18 ans. Oui, vous êtes un maximum de bonnes réponses. Effectivement, il faut avoir 13 ans. Pourquoi je vous ai mis cette question? D'après vous, pourquoi il faut avoir 13 ans d'ailleurs? Vous le savez ou pas du tout? Même pas. C'est pas aussi généreux que ça de la part de Facebook. Même pas. C'est pour vous dire à quel point... En fait, c'est uniquement parce que Facebook est une entreprise américaine comme beaucoup de réseaux sociaux et que dans la loi américaine aux États-Unis, pour avoir le droit de récupérer les données personnelles d'un individu, il faut que cet individu ait au minimum 13 ans. Donc vous voyez que tous ces outils n'ont rien de généreux, hein. C'est que vous ne les intéressez qu'à partir du moment où ils récupèrent vos données et qu'ils les monnaient. On continue. On verra à la fin le score. Deuxième question. Taguer, identifier quelqu'un dans un texte, une photo, une vidéo sur les réseaux sociaux, est-ce que ça l'expose davantage sur Internet? Rouge, oui, ou vert, ou bleu, non. Est-ce que quand vous parlez de quelqu'un, que vous la taguez, que vous l'identifiez dans un texte, une photo, une vidéo, est-ce que ça va l'exposer sur Internet et les réseaux sociaux? Eh bien oui, bien sûr, ça va l'exposer. Cette question, elle était évidente, mais je vous l'ai quand même mise. Pas pour ça, c'est juste pour vous demander du coup, pourquoi d'autant plus à quoi il faut être vigilant d'autant plus avant de publier un texte, une photo, une vidéo sur quelqu'un? Il faut lui demander son autorisation pour respecter son droit à la vie privée, son droit à l'image. Tout à fait. D'accord? Souvent, on va vite, on publie un peu vite, mais il faut quand même veiller à avoir demandé aux gens s'ils acceptent qu'on publie des photos d'eux ou un texte qui parle d'eux. Troisième petite question. À qui appartient la photo que vous postez sur Instagram, réseau social photo? Est-ce qu'elle est rouge à vous, bleue au réseau social sur lequel vous l'avez postée ou orange à tout le monde? À qui elle est la photo qu'on poste sur un réseau social? Et je vous dis que cette règle, elle est pour tous les réseaux sociaux, hein.
Est-ce qu'elle est à vous, au réseau social sur lequel vous l'avez posté ou à tout le monde? Ah, il y a plus de doutes là, il y a moins de gens qui répondent. Eh bien, il y avait 2 bonnes réponses. C'est vous qui avez, elle est à vous la photo puisque vous l'avez prise, etc. Donc, vous en restez l'auteur et propriétaire, mais on ne lit pas toujours bien les conditions générales quand on s'inscrit sur les réseaux sociaux, et tous les réseaux sociaux, même les réseaux sociaux avec des contenus éphémères comme Snapchat. Dans les conditions générales, le réseau social, il vous dit bien que tout ce que vous publiez lui appartient désormais également. Donc, il y avait 2 bonnes réponses. Elle vous appartient et elle appartient aussi au réseau social sur lequel vous l'avez posté. D'accord? Et la 4e question, est-ce que Snapchat, lui, donc Snapchat, c'est des contenus éphémères, peut réutiliser une de vos photos dans ses publicités? Rouge, oui, ou bleu, non? D'après vous? C'est la suite logique de la dernière question, hein. Est-ce que Snapchat peut réutiliser les photos que vous publiez? C'est la suite logique, oui. Tout à fait, il peut les réutiliser puisqu'on l'a dit, désormais, il est aussi propriétaire de vos contenus, même si vous les avez supprimés entre-temps sur le réseau social. Du moment que vous les avez publiés à un moment donné, ils restent dans les serveurs du réseau social et il peut les ressortir à tout moment, les réutiliser à tout moment. D'accord ? Et dernière petite question. Est-ce que supprimer son compte Facebook est immédiat? Rouge oui ou bleu non? C'était très dur? Oui, alors, est-ce que c'est immédiat? Non. Et est-ce que vous savez quel délai il faut attendre pour que le compte soit supprimé réellement? 30 jours exactement, c'est-à-dire que si dans les 30 jours vous avez le malheur de vous reconnecter ne serait-ce qu'une fois, il faut tout relancer la procédure de demande de suppression du compte. C'est ça. Autant vous dire qu'ils ne sont pas prêts de vous laisser partir et qu'ils feront tout pour vous garder. Alors ça, c'est autre chose. Quand il y a un décès, s'il y a une personne qui a légué la personne décédée a légué auparavant son compte à quelqu'un, la personne peut demander la suppression. Voilà. Mais il faut avoir fait cette petite paramétrage de donner son compte au cas où. Oui, et il y a peu de gens qui le font. Je vais être honnête, moi je l'ai découvert parce que j'ai une dame qui était très embêtée, qui est venue me voir parce que sur un membre de sa famille décédé, 3-4 ans après, encore beaucoup de gens s'est penché et qu'elle ne voulait plus avoir à vivre ça. Voilà. Alors, on va très rapidement, on va rappeler les bonnes pratiques sur ces réseaux sociaux qui, on l'a vu dans la première vidéo, apparaissent très haut dans les résultats de recherche et donnent beaucoup de visibilité à vos données. Toujours commencer quand on s'inscrit sur un réseau social à aller dans les paramètres pour bien régler la sécurité, la confidentialité, l'identification et les blocages. Les paramètres, vous les repérez aussi avec ce petit dessin de rouage, d'accord ? Donc allez-y régulièrement parce qu'ils ne vous informent pas toujours que les conditions d'utilisation, elles ont changé. Pareil, je vous le redis, vous avez rencontré beaucoup d'acteurs de la médiation numérique aujourd'hui. Si vous ne les trouvez pas, allez les rencontrer pour revoir comment utiliser, comment régler les paramétrages à votre goût. Donc, pour finir avec les réseaux sociaux, quelques recommandations. Pensez à taper votre nom dans les moteurs de recherche régulièrement, comme on l'a vu au début de la séance, pour voir si vos réseaux sociaux, vos données sur ces réseaux, elles sont toujours bien protégées. Faites aussi attention, les réseaux sociaux, ils changent souvent leurs paramètres de confidentialité, comme je viens de vous le dire, donc on va souvent vérifier et on les règle à notre convenance. On ne laisse pas l'outil décider pour nous. Vous verrez, vous serez surpris, on peut finalement vraiment avoir un réglage très fin et être très très peu visible, même en ayant un compte, etc. De nombreux réseaux sociaux aussi sont sous législation américaine, comme on l'a vu avec la question des 13 ans. Donc méfiez-vous, vous n'êtes pas protégé par la loi française. Avant de publier aussi quelque chose, posez-vous les mêmes questions que dans la vraie vie.
Ce qu'on ne va pas crier sur la place publique, on le crie d'autant moins sur les réseaux sociaux. Évitez aussi de publier des contenus gênants, parce qu'Internet n'oublie pas. Je vous l'ai dit, même si vous les supprimez, il y a beaucoup d'endroits où vous les avez publiés, où ils deviennent propriétaires de vos contenus et ils sont stockés sur les serveurs. Et ça peut ressortir plus tard et être embêtant. Et ne communiquez pas vos mots de passe, mais ça, c'est plus évident. Pareil, et pour finir, rapidement, puisque je vois que l'heure a tourné, on ne pouvait pas parler de données personnelles, d'identité numérique, sans parler de vraies fausses informations. Et on entend beaucoup parler des fake news tous les jours dans les médias. Il y a tellement aujourd'hui d'informations via les réseaux sociaux et Internet qu'il y a même le philosophe Michel Serres qui a créé le terme d'infobésité. D'accord ? On est submergé par cette information et parmi tous les formats d'information, il y a notamment un format qui prédomine, c'est la photo. Sauf que la photo, ce qui est gênant, c'est que souvent, si on n'a pas le contexte dans lequel elle a été prise, on peut lui faire dire tout à fait autre chose que ce qu'elle veut dire initialement. Et puis qu'aujourd'hui, on a des outils très faciles pour modifier la photo. Donc quand on a un doute, on en a vu notamment beaucoup pendant le premier confinement, sur les photos qu'on voit passer, il y a des petits outils pour aller faire parler les photos. Certainement qu'en 2017, vous avez peut-être vu passer ce magnifique selfie, autoportrait de Thomas Pesquet lors de sa première sortie dans l'espace, avec un zoom sur une France toute illuminée derrière. Mais si on s'approchait... Alors, ce cliché, il a été partagé des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Mais si on s'approchait bien de la photo, il y avait des incohérences. Derrière la France, elle est de nuit illuminée. Ce qui se reflète dans son casque devant, c'est la France, c'est la planète de jour. Bon, enfin, on pouvait avoir des questionnements. Du coup, si on va sur TimeEye, c'est un petit outil gratuit, c'est un site. On peut télécharger sa photo. Je l'ai téléchargé au préalable, ce selfie. Donc, je vais vous le mettre. Donc, je vais dans Upload, qui veut dire télécharger, et je vais aller chercher ma photo. Alors, du coup, par contre, je ne comprends pas parce que je ne trouve pas. Voilà. Donc, je l'ai mis juste avant la séance sur le bureau. Voilà. Donc, je mets mon selfie de Thomas Pesquet sur ce site. Et puis, ce site, donc, il va mettre en lumière, il va faire parler cette image. Donc, vous voyez là, on va commencer par photo. J'ai réglé l'outil pour qu'il me mette les clichés les plus modifiés. Et on voit qu'on retrouve ce cliché précédemment et qu'il a déjà été... voilà, que vous voyez la photo de l'arrière-plan, elle existe toute seule sans Pesquet. Elle a même eu déjà d'autres petits bonhommes collés devant. Donc, on se doute que là, c'est un photomontage. Et si on cherche même la date de l'élément le plus ancien de la photo, on peut trouver que finalement, l'arrière-plan, là, derrière Thomas Pesquet, ce n'est ni plus ni moins qu'un fond d'écran d'ordinateur. Donc, c'est un photomontage. C'est un artiste qui a voulu faire le buzz, qui a voulu faire beaucoup parler de lui, qui a découpé le vrai selfie de Thomas Pesquet et qui a agrandi le fond d'écran sur la France illuminée pour le coller derrière Pesquet parce que ça paraissait extraordinaire comme situation, Thomas Pesquet devant cette France. Donc chaque fois que vous avez un doute, n'hésitez pas. Google Lens aussi fait la même chose. C'est utile d'aller vérifier. Du coup, comment on fait pour distinguer le vrai du faux? Faites attention aux dates de publication. Pendant le premier confinement aussi, on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux cette image d'une autoroute à Dubaï recouverte de sable avec écrit « Ça y est, confinement, la nature reprend ses droits ». Or, si on regardait et qu'on allait faire une recherche, cette photo, elle datait de plusieurs années auparavant lors d'une tempête de sable. Vérifiez les sources. Si c'est un site satirique comme le Gorafi qui vous donne une information, le but, ça n'est que de faire rire, donc c'est faux tout ce qui est écrit. Donc, utilisez des sources d'information qui ont une déontologie, qui vérifient leurs informations. Vous pouvez aussi repérer les mots-clés, faire vos propres recherches. Quand il y a des informations, là, ça rejoint un petit peu votre précédente conférence. S'il y a des informations qui vous paraissent quand même douteuses ou énormes ou quoi, vous pouvez faire un simple copier-coller de l'information. C'est-à-dire vous la copiez, vous allez la coller dans un moteur de recherche. L'avantage d'Internet, c'est que vous avez des gens qui, toutes les secondes, toutes les minutes, dénoncent les fake news, les arnaques,
aussi vite que les fake news et les arnaques apparaissent. Donc utilisez ce moyen, même vous recevez un mail avec de l'information qui vous paraît douteuse, vous copiez le mail, vous allez le coller dans un moteur de recherche, et généralement, il y a déjà plein de gens qui ont dit attention, c'est faux, attention, c'est une arnaque, etc. Voilà. Oui. Oui, le corps du message. Vous avez certainement tous déjà entendu parler ou reçu ce mail, par exemple, de la gendarmerie où on vous accuse d'actes pédocriminels. Alors moi, je sais que la première fois que je l'ai vu, c'est parce qu'un monsieur est arrivé désespéré en atelier et paniqué. Et donc, il y a plusieurs moyens. Mais effectivement, alors les premiers moyens, c'est ce qu'on vous a dit à la précédente conférence, c'est de vérifier les adresses mail qui vous expédient ça, etc. Mais après, vous pouvez sélectionner le texte qu'il y a dans le mail, le copier et aller le coller dans un moteur de recherche. Lors de cet atelier, c'est ce qu'on a fait. Et tout de suite, on nous a dit attention, alerte phishing, récupération de données personnelles. Donc, bon, la gendarmerie vous enverra jamais un mail déjà pour ce type d'infraction, hein, je préfère vous le dire. Mais voilà, quand vous avez des doutes, ayez ce réflexe de copier-coller. Pareil, vous voulez faire une commande sur un site sur lequel vous n'avez jamais commandé. Avant de mettre toutes vos coordonnées bancaires, allez taper le nom de ce site sur un moteur de recherche, plus le mot arnaque, pour voir s'il y a déjà des gens qui se sont plaints de problèmes avec ce site. D'accord ? Je vous dis, Internet, il y a peut-être beaucoup de choses qui vous font peur, etc. Mais il y a aussi, c'est une grande communauté, donc il y a beaucoup de gens qui s'entraident et donnent des informations. Utilisez cet outil. Quelques sites utiles pour finir, pour justement détecter toutes ces fake news. Premier d'entre eux, le site Oxbuster. Pareil, quand vous avez un doute sur l'information, vous pouvez aller faire un petit tour sur Oxbuster et vous pouvez même y collaborer. La rubrique Décodex du journal Le Monde aussi, elle repère les fake news. Donc, dès que vous avez un doute, allez y faire un tour. Oui, ça vous évitera de tomber dans le piège. La rubrique Les observateurs de France 24 également, et le site TimeEye pour détecter justement les photomontages qu'on vient de voir avec le selfie de Thomas Pesquet. Voilà. Continuer sans accepter, non, du coup, ça veut dire que vous refusez les cookies. Donc non, il ne récupère pas vos données. Tout à fait. Alors oui, non, ils ont de plus en plus l'obligation, et même ils ont plus que ça, parce que vous savez, comme je vous l'ai dit, les cookies, ce n'est pas que négatif. Des fois, c'est vraiment pour vous donner un service performant. Du coup, souvent, vous pouvez les refuser, mais vous risquez de ne pas avoir accès au site parce qu'il ne peut pas marcher sans eux. Vous pouvez tout accepter, ou vous pouvez personnaliser. Dans personnaliser, souvent, vous allez pouvoir du coup accepter les cookies qui sont indispensables au bon fonctionnement du service et refuser ceux qui sont, par exemple, pour la publicité ou pour d'autres usages qui ne sont pas obligatoires et qui ne vous conviendraient pas. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ces derniers sites. Allez les consulter. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions pour finir, peut-être. Oui. Oui. Alors, WhatsApp, c'est sous forme d'application sur vos téléphones. C'est une messagerie initialement. D'accord ? Donc, c'est essentiellement comme Skype, hein, c'est pour s'envoyer des messages, se téléphoner, etc. De plus en plus, vous pouvez l'utiliser également comme un réseau social où vous allez pouvoir publier, vous mettre en réseau, etc. Mais initialement, pour moi, c'est plutôt de la messagerie. Je pense qu'on peut remercier Florence pour cette conférence.